Salut à tous. Dans ma précédente vidéo, je vous ai raconté un petit peu de mon histoire personnelle pour vous expliquer comment j'en suis venue à cette quête de paix intérieure qui, selon moi, est la base pour la paix dans le monde, pour l'extension de la paix dans le monde. Donc, lorsque 11 ans après les faits, j'ai pu retrouver le garçon qui m'avait agressé, on a pu discuter un petit peu de son passé à lui. Et de combien il avait été lui-même malheureux, combien il était mal dans sa peau, de son enfance qui avait été un petit peu particulière avec ses parents, et qu'il avait même, en grandissant, conduit à la dépression, conduit à faire un séjour à un hôpital psychiatrique, etc. En fait, ça a fait que renforcer mes propres convictions sur la façon dont la paix ou la haine se transmettent. Je pense, personnellement, que la nature fondamentale de tout être vivant, c'est d'être pacifique, d'être heureux, d'être joyeux. Je pense que nos gènes font que le bonheur est une chose qui doit faire partie de nos vies, qui doit faire partie de notre personnalité, parce que c'est un mécanisme du corps. C'est le corps qui optimise notre état de santé physique et mentale, et donc qui optimise notre survie. On est fait pour être heureux et pacifiste, parce que ça permet notre survie vraiment optimale, et on a le droit d'être heureux, d'être profondément heureux. En tant qu'être humain, on peut même aller beaucoup plus loin, parce que par rapport aux autres espèces animales, c'est vrai qu'on peut développer une notion très complexe de la bonté et de l'altruisme. Mais il se trouve aussi que, par antipode, on peut aussi approfondir la notion de méchanceté. Selon moi, on développe la méchanceté lorsque le processus naturel de notre corps a été entravé. Et ça arrive pour des raisons de survie dans un milieu hostile. Ça arrive pour permettre au corps d'utiliser ses moyens de survie, donc la fuite, la lutte, l'agression. Une carence affective dès l'enfance ou bien un traumatisme, ils peuvent venir causer un grand stress intérieur qui pousse le cerveau à utiliser de façon spontanée ses moyens de survie. Donc en fait, l'amour est un sentiment instinctif créé par les fortes doses d'hormones qui sont produites par les événements qui surviennent autour de la naissance. C'est-à-dire dès la conception, et puis après avec l'accouchement et les premières années après la naissance. Et puis ça se perpétue ensuite, ça se grave en soi. Donc ça se grave dès la plus tendre enfance, et ça permet d'avoir ça en soi tout au long de sa vie. Ça teinte nos rapports avec les autres, et ça se transmet à la génération suivante. Ça permet une grande stabilité émotionnelle. Mais voilà, je vais vous raconter une triste expérience qui a été faite sur des guenons qui ont été enlevés à leur mère à leur naissance, à leurs parents. Et cette expérience a montré qu'une fois adultes, après avoir été inséminées artificiellement et donc avoir eu des enfants, ces femelles se trouvaient absolument incapables de s'occuper correctement de leurs petits. En fait, lorsqu'elles les entendaient pleurer, elles ressentaient une panique mais tellement forte qu'elles les frappaient, et parfois même jusqu'à les tuer. Donc cette expérience, qui est inutilement cruelle, on est bien d'accord, elle montre deux choses. C'est quand même fou de devoir faire des expériences aussi tordues pour prouver des choses qui sont logiques. Bref, donc elle montre deux choses. Elle montre que, premièrement, l'amour et la capacité de s'occuper de l'autre, ils se transmettent par les soins de l'enfance. Ces soins stimulent la libération d'hormones de bien-être qui se gravent en l'enfant et qui construisent son sentiment d'amour. Deuxièmement, comme l'absence de soins ne permet pas cette libération d'hormones, et que ces hormones sont aussi celles qui permettent la sensation de bien-être intérieur et la gestion des émotions, leur non-développement conduit à une grande difficulté à gérer ses émotions, à développer de la patience, à maîtriser son stress, bref, à être parfaitement heureux en grandissant. Ça peut conduire à un grand vide intérieur. Et c'est, selon moi, à l'origine de la grande majorité des cas de dépression chez l'adulte. Donc voilà, donc pour permettre à un enfant de fonctionner en mode amour et pas en mode survie, il faut simplement respecter les processus normaux qui sont à l'œuvre naturellement dans son corps. Malheureusement, oui, il y a un malheureusement, il se trouve que pour tout un tas de raisons dont on s'en fiche finalement, parce que ce qui compte, c'est le résultat. Donc pour tout un tas de raisons, notre société, elle entrave ce fonctionnement naturel.
faut savoir que chez les autres hominidés, donc les autres hominidés c'est les orang-outans, les bonobos, tout ça, les parents, surtout la mère, sont en lien constant avec leur enfant dès leur naissance, et dans les premières années de leur vie. Et en fait, c'est ce qui va permettre au petit d'ancrer l'amour et le pacifisme en lui. Or, chez nous, alors qu'on a exactement les mêmes besoins, nos enfants ont exactement les mêmes besoins, notre société est devenue de plus en plus séparatrice avec ses enfants. Donc ça ne permet pas à la paix de s'ancrer en nos enfants comme elle devrait naturellement se faire. Ça ne veut pas dire que nos enfants ne sont pas pacifistes, mais ça veut dire qu'ils pourraient l'être largement plus. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Ça conduit à l'âge adulte à des carences affectives, la difficulté à construire une image de soi correcte, à s'aimer, puis selon le degré de carence, à une difficulté à ressentir de l'empathie pour les autres, à des réactions tournées vers la violence, à des tabous affectifs. En fait, les tabous affectifs, c'est quoi? C'est des envies légitimes de contact qui ont été tellement réprimées par les parents, puis par la pression sociale, parce que comme la société est traumatisée, elle crée des tabous et les propage jusque dans nos rapports au corps, au sein, aux cheveux, à la sexualité, etc. etc. Donc, tout ça, ça étouffe tellement l'être humain que ça peut le mener à des pétages de plomb à l'âge adulte, comme le viol, dont on a parlé depuis ma dernière vidéo. Je crois que l'origine de la souffrance humaine, elle se trouve dans l'enfance et que c'est par là qu'on doit commencer pour changer le monde. L'enfance séparatrice, c'est une violence qui est d'autant plus grave qu'elle est extrêmement banalisée. Et quand on banalise une violence, on lui permet de persister et de se perpétuer. Donc cette violence, elle se transmet de génération en génération en génération. Un enfant qui a eu des parents violents et impatients, il le sera à son tour, à moins qu'il ait eu une prise de conscience et un travail sur lui-même. J'en parle aussi dans mes émissions, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on a vraiment une capacité de reprendre le contrôle de soi et de notre cerveau, beaucoup plus qu'on le croit. Mais d'abord, il faut entrer dans une prise de conscience. Et c'est ça qui est rare de nos jours, et c'est ça qui est le plus important. J'aimerais quand même dire, parce que justement, on a du mal à prendre cette prise de conscience. Pourquoi? Parce qu'on a aussi du respect pour les générations précédentes, du respect pour nos parents, etc. Et ça nous empêche de voir le mal, entre guillemets, qui perpétue. Mais justement, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il ne faut pas garder de rancune bête contre nos parents, parce qu'ils sont eux-mêmes avant tout des victimes de leurs propres parents, de la société dans laquelle ils vivaient, etc. Faut essayer de stopper ce cycle de haine, de rancune. Ça ne sert à rien d'en vouloir aux autres. L'essentiel, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, maintenant, à présent, qu'est-ce qu'on va faire pour changer les choses. Et on peut les aider eux. Donc voilà, on embarque tout le monde. Je pense que le monde, il change petit à petit. C'est tout un processus, mais c'est un processus lent. Et chaque génération va apporter sa petite pierre. Et eux-mêmes, ils ont apporté leur propre pierre à leur génération. Ça, il ne faut pas le sous-estimer. C'était là. Voilà, nous, on va plus loin et puis c'est tout. Donc voilà, donc une enfance qui transmet la paix, qu'est-ce que c'est selon moi? C'est une enfance qui respecte les besoins naturels du corps. C'est-à-dire le fait de dormir avec son enfant, de le porter contre soi dans la journée, de l'allaiter à la demande sur plusieurs années, de ne pas user de violence physique ou mentale, etc. En fait, j'ai déjà expliqué longuement le pourquoi du comment dans des vidéos que je vous invite à aller revoir. C'était dans mes émissions de radio, coaching d'aéro, que j'ai fait avec l'émission Enquête spirituelle. J'ai fait toutes, je crois qu'il y en a 5, des vidéos sur l'enfance. Et j'ai vraiment approfondi cette notion, donc je vous invite à aller les voir. Donc cette enfance pacifique nous amène à vivre avec nos enfants des moments de profond bonheur, de partage, de joie, de zen, qu'on n'aurait pas, on n'en aurait pas autant si on utilisait une éducation classique, entre guillemets, et on perpétue quelque chose d'encore plus fort. Je pense vraiment que grâce aux connaissances que la science elle nous apporte dans ce domaine, on a actuellement la possibilité d'amener le monde entier vers des dimensions de paix qu'il n'a jamais connues de toute son histoire, ou du moins depuis des siècles. Je suis là, je fais une vidéo, et j'ai presque fini. Tu veux voir Choupi? On va regarder Choupi.
Donc je voulais ajouter pour finir cette vidéo que heureusement, si on a eu des traumatismes très forts dans sa jeunesse, dans son passé, ou si on a eu une enfance très séparatrice et ou très violente, on a évidemment la capacité de contrebalancer tout ça et d'avoir un nouveau départ réellement intérieurement. Parce qu'on a cette capacité de résilience qui est en nous. Et ça, ce sera l'objet de mes prochaines vidéos où j'aimerais bien vous montrer comment on peut reprendre le contrôle de soi-même, le contrôle de sa vie et réinstaurer un bonheur, le bonheur dont on a le droit et le bonheur qu'on mérite et qu'on le remette dans sa vie au jour le jour. Voilà, en attendant, on vous fait des bisous. On leur fait des bisous. Ciao, à la prochaine.